Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 3 avril 2022. La réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation initiée par le gouvernement entre dans sa phase d'opérationnalisation. Les secrétaires exécutifs des mairies sont déjà connus. Ils ont été tirés au sort jeudi dernier au Palais des Congrès de Cotonou. Alors, que va-t-il désormais changer dans le fonctionnement des communes et quelle sera la nature des relations entre le maire et son secrétaire exécutif? Le grand format en parle avec Charlemagne Nyankoti, maire de Porto Novo. Et c'est parti pour 30 jours de jeûne pour la communauté musulmane du monde entier. Le Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam avec la prière, l'aumône, le pèlerinage à la Mecque et la profession de foi au Bénin. L'exercice qui met autant à l'épreuve le corps que l'esprit a démarré depuis ce samedi. Quelles sont alors les règles, principes et pratiques qu'un fidèle musulman doit-il observer pendant ce mois? Explication à suivre avec l'imam Shakirou à Moussou. Des casernes au studio, il ne fera pas le choix, en tout cas pas pour le moment. Il a su et vit ses deux passions, la sécurité et la musique. Notre artiste de la semaine est un soldat, membre de l'état-major des forces armées béninoises, comment appartenir à la Grande Muette et faire de la musique. Dadobo nous le dira sur ce plateau juste après le décryptage de l'actualité nationale. Mesdames et messieurs, pour ne rien rater, restez avec nous. Voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, cérémonie de port de galon au nouveau promu d'officier supérieur des forces armées béninoises au grade de généraux de brigade. Le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale a présidé la cérémonie. On en parle dans un instant. On parlera également des temps forts qui ont marqué la cérémonie de clôture de la formation des transporteurs, conducteurs et apprentis sur les techniques, principes et méthodes d'arrimage des charges sur les véhicules poids lourds. Images et reportages à suivre. À suivre également le point des travaux de la 3e édition du Salon de la femme et de la famille béninoise qui a été officiellement lancé jeudi à Abomey-Calavi, un événement qui permettra à 11 femmes entrepreneurs candidates de concourir pour le trophée Femmes battantes 2022. Les informations vues et traitées par la rédaction de Canal 3 Bénin pour démarrer le grand format de ce dimanche. Direction, quartier général de l'état-major des forces armées béninoises. C'est le lieu choisi pour porter officiellement les galons au nouveau promis d'officier supérieur des forces armées béninoises au grade de généraux de brigade. Le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale a présidé la cérémonie. Reportage. Cérémonie sobre. C'est l'honneur de vous remettre aujourd'hui visage enthousiaste. Nommé en marge du dernier conseil des ministres, le colonel Fructueux Candidat Rodéon Bagidi, chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Issa Abou, chef d'état-major de la garde nationale, et le colonel Bertin Bada, directeur de cabinet militaire du président de la République, ont officiellement porté le galon de généraux de brigade au sein des forces armées béninoises. Mais avant, lecture du décret de leur nomination. Sont promus au grade de général de brigade les officiers supérieurs des forces armées béninoises dont les noms suivent. Armée de terre, général de brigade, pour compter du 1er janvier 2022, colonel Fructueux Candide Rodéon Bagidi. Pour compter du 1er avril 2022, colonel Abou Issa. Armée de l'air, général de brigade aérienne. Pour compter du 1er janvier 2022, colonel Bertin Bada. C'est le ministre délégué de la Défense auprès du chef de l'État, Fortuné Noati, qui a porté symboliquement les galons aux désormais généraux de brigade des forces armées béninoises. Au nom du chef de l'État, chef suprême de l'armée, j'ai l'honneur de vous remettre les attributs de général de brigade. Ils sont appelés ainsi à poursuivre avec bravoure la défense de notre territoire et de son intégrité. Nous comptons sur vous et nous savons que vous êtes capables, que vos étoiles
puisse briller dans le firmament et servir de repère pour n'importe qui comme la navigation dans le temps et que vous puissiez toujours briller et non que vous ne soyez une étoile filante. Consécration d'une carrière, mais aussi de grandes responsabilités. Nous sommes heureux parce qu'il est normal qu'on nous demande de mieux faire, d'être encore plus professionnel, de mieux commander. J'ai aujourd'hui une pensée pour mes chefs, pour mes subordonnés, en particulier ceux qui sont récemment tombés sur le champ d'honneur, qui ne quitteront jamais ma mémoire. J'ai une pensée pour ma famille qui a fait de moi ce que je suis. Et une fois encore, je voudrais dire merci au chef de l'État pour m'avoir sélectionné et pour avoir sélectionné ceux que vous avez vus qui ont été honorés aujourd'hui. Quelques heures un peu plus tôt, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, Alassane Seydou, faisait le même exercice pour le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Alabiyaya, qui devient désormais inspecteur général de police de 2e classe. Atelier de restitution du rapport national de l'évaluation PASEC 2019. Ce sont des assises qui ont réuni les acteurs de l'éducation vendredi dernier à Cotonou. Il s'agit d'une rencontre d'appréciation des résultats issus de travaux d'analyse et d'évaluation du système éducatif béninois sur une période de 5 ans. Les travaux sont déroulés en présence d'une délégation de la conférence des ministres de l'éducation des États membres de la francophonie. Reportage. En 2019, le Bénin a procédé à l'évaluation de son système éducatif national. C'est une activité périodique adoptée par le gouvernement à travers le programme d'analyse des systèmes éducatifs PASEC de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements membres de la francophonie Confémène. La rencontre de ce jour sert de cadre à la restitution du rapport national de la dite évaluation aux différents acteurs. En s'engageant dans une évaluation périodique, le Bénin cherche à se doter des moyens et des données scientifiques lui permettant d'une part de comparer son système éducatif à ceux des autres pays et d'autre part d'apprécier ses avancées, ses limites et les défis à relever. Depuis 2014, le PASEC permet une évaluation comparative des systèmes éducatifs des pays membres de la Confémène. Et sur les 15 nations inscrites pour cette 2e édition, le Bénin se retrouve dans le peloton de tête. Il faut dire qu'en 2014, nous avions constaté malheureusement que beaucoup d'enfants béninois, généralement plus de la moitié, n'ont pas les acquis attendus en 2e année du primaire au CP et en 6e année au CM2. Il lui fallait donc que la Providence confia les destinées de notre pays à un homme de vision, de défi, d'audace et de développement. Je nomme son Excellence, le chef de l'État, le président Patrice Talon. Ainsi, le Bénin a enregistré non seulement un bond qualitatif très remarquable en 2019 par rapport à 2014, mais il a vu son rang s'améliorer considérablement par rapport aux autres pays. Les collectes de données sont effectuées aussi bien chez les apprenants que les enseignants. Elles ont pris en compte les écoliers du cours préparatoire et du cours moyen 2e année dans les matières de lecture et de mathématiques. Selon les statistiques, le Bénin a fait un bond de près de 70%. En 2014, nous avions fait une évaluation des élèves et on avait constaté que les enseignants, la qualité des enseignants expliquait un peu les résultats, les mauvais résultats des élèves. Et donc, nous avons fait en 2019 un questionnaire sur les enseignants. Des innovations, il y en aura certainement pour la prochaine édition du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène en 2024. Et à ce titre, les évaluations prendront en compte les apprenants du premier cycle du secondaire.
De leur côté, les transporteurs, conducteurs et apprentis ont bénéficié d'une formation sur les techniques, principes et méthodes d'arrimage sur les charges sur les véhicules poids lourds. La session de renforcement des capacités a duré 3 jours. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au renforcement du secteur portuaire. Imet Hélène Amoussou. En 3 jours de formation, les contenus de 4 différents modules ont été présentés et partagés avec les participants. La session de renforcement de capacité est organisée au profit des transporteurs, conducteurs en plus des apprentis du centre Bénin. Ce rassemblement d'acteurs du secteur du transport de marchandises est l'un de la série prévue pour se tenir à Malanville, Parakou, Djougou, Boycon, puis à Cotonou. Nous avons abordé les questions d'arrimage. Nous avons remarqué que c'est un thème qui vous est étrangers. Nous avons parcouru ce thème-là. Ensuite, nous avons essayé d'aborder les accessoires et méthodes d'arrimage. Et en dernier module, nous vous avons défini les conséquences d'un mauvais arrimage. Et nous avons acquis certaines connaissances. Par exemple, les camions plateaux qui ont des tus-locs, c'est ces camions qui sont appropriés pour les conteneurs. Et les camions casseries pour les marchandises en vrac. La phase théorique de la formation a été suivie de celle pratique. Ces assises, commanditées par l'Agence nationale du transport terrestre ANAT, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB, est appuyée par l'Agence belge de développement ENABEL dans la mise en œuvre du projet d'appui au développement du secteur portuaire Passeport. C'est aussi pour accompagner la bonne application du règlement numéro 14/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette formation, c'est, je dis aussi, à la fois une formation et une sensibilisation. L'importance fondamentale, c'est la professionnalisation de vos métiers. C'est vrai, la formation ici est d'assez courte durée, mais il y a encore une phase à venir qui est ce que nous, on appelle la phase C. C'est de vérifier comment est-ce que vous avez appliqué et utilisé cette formation. D'autres transporteurs ont plus de camions que vous, plus d'argent que vous, mais ils ne peuvent pas être là parce qu'ils n'ont pas rempli les critères. Ils ne sont pas en règle vis-à-vis de l'Agence nationale des transporteurs terrestres et vis-à-vis de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin. Quand vous êtes professionnel dans votre métier, je crois que beaucoup de choses seront évitées. Ce que vous avez appris pendant 3 jours ici vous édifie déjà. Vous-même, vous savez qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas n'importe qui en matière de transport. Les formateurs vous ont montré beaucoup d'images, beaucoup de vidéos qui vous ont édifié. Pour une bonne internalisation et application des notions enseignées, il est prévu une phase de suivi des bénéficiaires dans leur milieu de travail. De retour chez eux, ces derniers sont aussi appelés à relayer les connaissances reçues. Leur mise en application effective va non seulement permettre la professionnalisation du métier de transporteur, mais également de réduire les accidents, les dommages d'infrastructures routières ou encore le retard dans les livraisons de marchandises. Autre sujet à présent, sachez que la vulgarisation du plan national d'adaptation au changement climatique est en cours dans le septentrion. C'est à la faveur d'un atelier départemental qui a réuni vendredi les acteurs de la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Objectif, se familiariser avec cet outil de planification et mener des réflexions sur des projets sensibles à la thématique. Reportage. Vulgariser le plan national d'adaptation au changement climatique. C'est l'objectif de cet atelier qui passe en revue le contenu de cet outil conçu pour contrer les effets néfastes du changement climatique et accroître la résilience des populations. L'importance du document n'est plus à démontrer selon les organisateurs. Premièrement, c'est de réduire la vulnérabilité aux incidents des changements climatiques et d'autre part, intégrer l'adaptation de manière cohérente dans les politiques, programmes et travaux pertinents en cours et nouveaux, en particulier les processus et les stratégies de planification du développement dans tous les secteurs et à tous les niveaux selon qu'il convient. Le plan national d'adaptation prend en compte 8 secteurs dont l'agriculture, la santé, l'énergie ou encore l'aménagement urbain. Des secteurs qui ont fait objet d'études de vulnérabilité pour l'atteinte des objectifs à travers des projets sensibles à la thématique. Les résultats attendus, c'est que le plan est internalisé par les participants. Les participants connaissent les guichets auxquels ils peuvent soumettre des projets pour avoir des financements et les réflexions vont continuer dans chacune des mairies et dans chacun des départements. Et il est quand même de bon ton que
les communes et les départements puissent internaliser ce plan qui est un outil de mobilisation des ressources pour pouvoir traduire les options d'adaptation en projet. Avec cet atelier départemental, c'est tout simplement la vulgarisation du plan national d'adaptation au changement climatique qui est acté dans le septentrion. Toujours dans l'actualité, les femmes de la commune de Dangbo vont davantage participer à la prise de décision dans les jours à venir. Les moyens pour y parvenir leur ont été exposés au cours de la célébration de la Journée internationale de la femme. Les précisions sont avec William Cliquant. Tous les acteurs du développement à la base se sont mobilisés pour soutenir cette séance d'information tenue avec les femmes de Dangbo. Une activité marquant la célébration en différé de la Journée internationale de la promotion des droits des femmes. Loin des grandes festivités, c'est l'occasion pour elles de bénéficier des armes mises à leur disposition par l'ONG Icône 360 degrés pour participer à la décision publique en société. Les femmes étaient massivement sorties et nous avons parlé de cette importance-là. C'est-à-dire, il est temps que la femme, elle prenne l'engagement de participer aux prises de décision au niveau local, au niveau gouvernemental. Mais cela ne veut pas dire que nous allons écarter les hommes de cet engagement-là. Non, avec leur aide, ils vont nous permettre de rester à côté d'eux pour des prises de décision qui nous concernent, nous les femmes. Donc c'est tout ce que nous avons eu à développer aussi aujourd'hui. Et il a été dit par tous que la femme ne doit pas rabaisser l'homme parce qu'elle veut aller de l'avant, parce qu'elle veut être au poste peut-être où l'homme est. Une initiative jugée utile par toutes les forces vives de la commune de Dangbo. Responsables à divers niveaux, leaders d'opinion et différentes personnalités ont appuyé la séance de leurs expériences partagées. L'autorité municipale, elle non plus, n'est restée en marge de ce 8 mars sur son territoire. Vous avez notre soutien, car le Créateur même en a décidé ainsi. Vous êtes nos mères, nos épouses, nos sœurs et aussi nos enfants. Chères dames, la voie est tracée. Il ne vous reste qu'à agir, car beaucoup de lois sont votées à l'Assemblée nationale et sont favorables à une discrimination positive de la femme. Plusieurs communications se sont déroulées en langue locale pour atteindre le plus grand nombre de femmes. Merci. Je l'ai annoncé en titre, le groupe Foyer Sacré met à nouveau en exergue sa mission principale, celle de mettre une lumière sur les femmes entrepreneurs et promouvoir leurs innovations, produits et services. C'est à travers la 3e édition du Salon de la femme et de la famille béninoise qui a été officiellement lancé jeudi dernier, un événement qui permettra à 11 femmes entrepreneurs candidats de pouvoir concourir pour le trophée Femmes battantes 2022. Le point avec William Sanossi. Pour la 3e fois, le Salon de la femme et de la famille béninoise ouvre ses portes ce jeudi en présence de nombreuses femmes, toutes des entrepreneurs dans divers secteurs d'activité. Parmi ces dernières se trouvent des candidates au trophée Femmes battantes 2022. À leur côté, de nombreux invités venus rehausser de leur présence la cérémonie. Au-delà de son mot de bienvenue, la présidente du groupe Foyer Sacré a tenu à revenir sur l'historique de cette initiative. Fidèle à notre mission de mettre une lumière sur les femmes entrepreneuses et promouvoir leurs innovations, produits et services, nous avons initié depuis 2018 le Salon de la femme et de la famille béninoise. C'est en 2019 que nous avons changé le nom du concept et qu'on a commencé par parler du Salon de la femme et de la famille béninoise parce que nous avons voulu faire de cela quelque chose de plus grand qu'une simple fête de la famille. Cette 3e édition du Salon de la femme et de la famille béninoise comporte également des innovations annoncées par la présidente du comité d'organisation. C'est la caravane digitale où nous allons faire passer à partir du 1er avril jusqu'au 6 avril, 2 femmes passeront tous les jours. Sur la page Facebook de Joanne Fanou, l'événement sera strictement digital. Les votes vont emporter pour 40% au niveau du public sur les réseaux sociaux et dans la salle le samedi 9 avril, les candidates vont plancher devant un jury et devant le public
et le jury et le public choisiront donc la femme battante de l'année 2022. En guise d'exhortation et de motivation, les participants ont eu droit au cours de la cérémonie à une communication sur le thème « Femme, que rien ne freine ton élan, reste focus », animée par une spécialiste en leadership féminin. Pour rester focus, il faut savoir qu'on est en train de faire ce pourquoi on est fait. La deuxième chose qui est très très importante et qui est primordiale également, c'est de bien s'entourer. Il faut s'entourer de belles personnes. Si dans votre équipe, vous avez des personnes qui ne sont pas positives, séparez-vous-en. D'autres femmes entrepreneurs ont apporté diverses contributions sur les forces et avantages de l'entrepreneuriat digital. Occasion pour elles de relater leur parcours et success story et d'inviter ainsi les 11 femmes candidates au trophée Femmes battantes 2022 à profiter au maximum des réseaux sociaux pour donner plus de visibilité à leurs produits et services. Je suis ici ce matin pour te dire, n'aie plus peur et que personne ne t'influence. Tu es un baobab debout. L'ambiance était bon enfant au cours de l'événement. En témoignent ces quelques pas de danse esquissés ici par les femmes. Le programme du 3e Salon de la femme et de la famille béninoise prend fin le samedi 9 avril prochain par la cérémonie de remise de trophée à la lauréate Femme battante 2022. Cette dernière information, avant d'ouvrir le plateau invité, le projet Féministe en Action a été officiellement lancé. C'est une initiative de CARE International Bénin-Togo, accompagnée dans son action par l'Agence française de développement. Le lancement de ce projet a été l'occasion de remettre des chèques à 7 organisations de la société civile féministe sélectionnées au Bénin et au Togo pour bénéficier de ces subventions. On va retrouver William Sanoussi. Le projet Féministe en Action est officiellement lancé. Mise en œuvre par CARE International en consortium avec 5 autres organisations internationales, le projet est financé par l'Agence française de développement pour un montant global d'environ 10 milliards de francs CFA. Il s'inscrit dans un ensemble d'actions mises en œuvre par l'AFD en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce projet vise à fournir aux organisations féministes des ressources financières, humaines, matérielles et organisationnelles appropriées afin de leur permettre de réaliser leur vision et d'encourager d'autres bailleurs de fonds à les soutenir. Le but de cette stratégie d'alliance avec les organisations est d'accompagner les efforts du gouvernement à travers la mise en œuvre de leur plan d'action de la promotion du genre au Bénin et au Togo. Féministe en Action est un projet très important pour l'AFD, engagé dans une diplomatie féministe. Plusieurs activités seront entreprises par le projet en faveur de l'égalité des femmes et des hommes du Bénin et du Togo, de la santé reproductive, de la lutte contre les violences basées sur le genre, de l'autonomisation et de la prise de pouvoir économique des femmes et de leur accès aux droits. Aujourd'hui au Bénin, je crois que nous pouvons dire que Féministe en Action se lance dans un contexte politique favorable, avec un certain nombre de mesures et de signaux politiques pris par le gouvernement béninois en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je forme des vœux que le déploiement des activités de Féministes en Action ait des impacts réels sur la vie des Béninoises et des Béninois. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance est honoré d'être impliqué et s'engage à soutenir CARE Bénin Togo dans la mise en œuvre de ce projet. C'est l'occasion pour moi d'inviter les 7 organisations de la société civile bénéficiaires de la première vague à être les ambassadrices dans leurs diverses localités d'intervention. Un budget de plus de 270 millions de francs CFA est alloué à CARE Bénin Togo pour la mise en œuvre du projet. 7 organisations dirigées par des femmes, 4 du Bénin et 3 du Togo ont été retenues pour bénéficier des subventions d'environ 67 millions de francs. Elles reçoivent à l'occasion des chèques et expriment leur gratitude aux initiateurs du projet. Au nom de mes pairs, je voudrais solennellement prendre l'engagement que les fonds mis à notre disposition serviront réellement à la mise en œuvre de nos projets respectifs et qu'ils seront gérés conformément aux procédures retenues. C'est à cette principale et importante condition
que nous pourrons continuer à mériter de la confiance que CARE place en nous en ce jour. Féministes en Action est un projet mondial qui couvre un vaste réseau d'organisations féministes de 31 pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Le projet, qui a démarré en 2021, prendra fin en 2024. Les bénéficiaires sont ainsi invités au respect des clauses contractuelles et à une gestion transparente des fonds pour l'atteinte des objectifs fixés. Féministes en Action. Voilà, mesdames et messieurs, c'était le tout dernier sujet du point de l'actualité avec Wouliat Sanoussi. Nous ne tient qu'au premier chapitre de ce magazine, le grand format. Dans la suite, le plateau. Invité Charlemagne Nyankoti, maire de Porto Novo, sera avec nous sur ce plateau dans un instant. Notre entretien va porter sur la réforme dans le secteur de la décentralisation avec la désignation des secrétaires exécutifs des mairies. Oser. Croire. Célébrer. Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions? Va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. OneXBet, les paris pour tous les goûts. Au bulletin d'information de ce jour, les trésors royaux sont de retour. Décodeur mis derrière 95 000. Eh, ouais, derrière Tchakilopo, Canal Plus, Canal Plus. Tonsini, il la yi. Vraiment, les temps ont changé. Un trésor vous attend chez Canal Plus. En ce mois de mars, le décodeur HD est au prix de 1000 francs CFA seulement dès la formule évasion. Rendez-vous dans le point de vente le plus proche de chez vous ou appelez le 110 55. La réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation voulue et obtenue par le gouvernement prend son envol. Les secrétaires exécutifs ont été tirés au sort jeudi dernier et chacun donc connaît déjà la commune dans laquelle il est appelé à travailler. Alors, que va-t-il réellement changer dans le fonctionnement des mairies? Le maire de Porto Novo est sur ce plateau pour nous en parler. Monsieur Charlemagne Nyankoti, bonjour. Bonjour, Monsieur Boukari. Bienvenue sur le plateau du grand format. Merci beaucoup. Alors, avant de rentrer dans les détails de façon plus globale, comment appréciez-vous cette réforme dans le secteur de la décentralisation? Merci beaucoup et c'est encore le lieu une fois de plus de dire merci au chef de l'État pour cette réforme très courageuse. C'est vrai, nous sommes les concernés, les premiers concernés. Et comment est-ce que nous voyons cette réforme? Elle est la bienvenue. Et c'est une expérience qui mérite d'être vécue et nous pensons que tout se passera bien. D'accord. Alors, cette réforme, quels sont les problèmes, les insuffisances ou même les dysfonctionnements qu'elle vient corriger dans l'administration locale? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant de répondre à la question, il faut d'abord se demander pourquoi la réforme. Tout à fait. Une réforme, c'est après tout une approche de solution suite à un diagnostic. C'est donc dit qu'à un moment donné, il y a eu un diagnostic au niveau du secteur de la décentralisation. Et vous n'êtes pas sans savoir que par le passé, beaucoup de maires sont tassés de corrompus, beaucoup de maires sont traités de tous les noms. Et nous constatons aussi aisément que les recrutements au niveau des communes ne respectaient aucune norme. On recrutait en fonction du bord politique ou selon les instructions reçues de ses supérieurs hiérarchiques. On n'est pas sans savoir aussi que beaucoup de communes restent sans avoir véritablement des cadres dignes du nom. Aujourd'hui, tout est concentré sur les RSE, on parle des RSE, mais il n'y a pas que les RSE. Et ce que moi, je m'avais dit, c'est dire qu'à un moment donné, quand le président Talon il est arrivé au pouvoir, il a commandité des audits dans toutes les communes. Vous le savez bien. La question qu'il fallait me poser, où sont passés ces résultats des audits? Mais c'est ça d'abord la première question. Mais ces résultats, si il s'avérait que les résultats ont révélé tellement d'insuffisances, tellement de problèmes, au point où le président, dans sa position, s'il devrait agir, peut-être qu'on en allait coffrer beaucoup de maires. Il y a lieu de se poser la question de savoir, est-ce la faute de ces maires ou c'est le dispositif qui est en place qu'il faut revoir?
Et je pense que c'est ce diagnostic qui a amené le président et les membres du gouvernement, de même que d'autres cadres certainement consultés, à revoir un peu et à poser le diagnostic. Et ce diagnostic a révélé une forte influence politique sur les décisions du maire. Le maire d'abord, étant donné que c'est un acteur politique, beaucoup l'ont soutenu parce qu'ils estiment que quand il sera au pouvoir, quand il sera là, ils vont trouver de l'emploi. La fonction publique ne peut pas recruter tout le monde. Je suis jeune, je subis la pression aujourd'hui. Mais ce qui nous sauve, c'est le fait qu'il y a cette réforme. Sinon, on serait limité dans les arguments qu'on apporterait à la population et à la jeunesse. Parce que les gens vont dire, mais les autres aussi ont fait, pourquoi toi tu ne veux pas faire? C'est déjà heureux quand nous on est arrivé, on nous a dit, vous ne recrutez pas. C'est tant mieux. La deuxième chose, vous constatez que en matière de passation des marchés publics, il n'y a pas du tout de transparence. Et on reçoit trop de pression parce que tout le monde est devenu entrepreneur. Et tout le monde veut que le maire lui donne un marché. Pour combien de personnes on va donner de marché? C'est tout. Et ça, c'est des éléments qui amènent le maire à mal agir, à mal poser des actes. Mais il est le seul à répondre demain. Aujourd'hui, nous avons des maires qui sont en difficulté. Vous pensez que c'est de leur faute? C'est de leur gré? Non, pas du tout. On constate également que dans nos communes, les communes sont les démembrements du pouvoir de l'État. Il n'y a pas d'État sans commune. Toutes les réalisations, tout ce que nous voyons, tout ce qui se fait au sommet de l'État, c'est dans les communes. Les routes, c'est dans les communes. Les constructions, c'est dans les communes. Donc, si au niveau du pouvoir central, on s'est donné une certaine rigueur dans la gestion des ressources de l'État, mais pourquoi au niveau des communes, on ne veut pas qu'on implémente également la même rigueur au niveau des communes? Moi, c'est autant d'éléments, c'est autant de raisons qui justifient cette réforme. Maintenant, vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Le président de la République, ainsi que les membres du gouvernement et tous les cadres qui ont travaillé sur ce dossier, sur cette réforme-là, ont pensé le mieux. En tout cas, pour eux, c'est ce qui paraît le mieux pour nous. Dans la mise en œuvre, on peut voir des couacs, on peut rencontrer des difficultés. Donc, les ajustements seront faits. D'accord. Avec l'entrée en vigueur de cette réforme, les maires perdent d'abord le contrôle de leur budget et en contrepartie, vous serez rémunéré jusqu'au chef quartier. Êtes-vous de ceux qui sont pour ou contre? Je peux d'abord vous dire, les maires ne perdent pas le contrôle de leur budget. Les maires ne sont plus ordonnateurs du budget. Voilà. Parce que vous savez, le SE, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il n'est pas nommé par le gouvernement, il est nommé par le maire après tirage au sort. Il est nommé par le maire. Il est nommé par le maire. Le SE est nommé par le maire après tirage au sort. C'est ce que disent les tests. Le SE est nommé par tirage au sort parce qu'on ne veut pas donner des possibilités d'accointance. On a mis l'aléatoire dans le dispositif. On peut tomber sur quelqu'un qu'on connaît, c'est tant mieux. Ça ne veut pas dire qu'on reste ensemble pour mal agir. Mais le SE qui vient, le budget qu'il va exécuter, le SE n'a rien à faire si ce n'est la vision du conseil de supervision. Le SE ne peut rien faire si ce n'est notre vision. La vision du conseil communal ou municipal se retrouve dans le plan de développement communal ou municipal. Et presque toutes les communes s'affairent aujourd'hui à le faire. À Porto-Novo, nous, on a déjà notre document, notre PDM, le plan de développement municipal. Et le budget n'est que la déclinaison du plan de développement municipal, mais avec quelques ajustements à la limite. Lorsque nous définissons les orientations et au niveau du conseil de supervision, nous retenons ce qu'il y a lieu de faire. C'est ça que nous remettons au SE. Donc ça veut dire que le SE ne vient pas nous gérer, mais il est là à notre service. Seulement, on l'a mis à l'abri des influences du maire. C'est pour ça qu'il a ses attributions fonctionnelles. Il y a une liaison, il y a un lien hiérarchique entre le SE et le maire dans les domaines de compétences du maire. Et il y a un lien fonctionnel entre le SE et le maire dans ces domaines de compétences. Parce que demain, il est le seul à répondre. Et ces domaines de compétences sont connus. Il est en charge de l'administration, de la gestion financière, matérielle
et puis des ressources humaines de la ville. Justement, c'est l'article 132 du Code de l'administration territoriale qui nous renseigne à ce sujet. Ils sont chargés, entre autres, de l'organisation des services communaux et l'exécution du service, la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la commune, la gestion de l'information et de la communication, la délivrance des permis et autres autorisations qui prévoient les lois et règlements dans le domaine de compétences de la commune. Alors, avec tout ça, on se dit, que reste-t-il encore au maire? Mais vous n'avez pas lu les dispositions concernant le maire. Voilà. Le maire aussi, remontez dans les articles, vous allez voir les dispositions, les attributions qui reviennent au maire. Mais, et ces choses que vous voyez, c'est le quotidien. Le maire, désormais, d'abord l'autorité politico-administrative. Donc, à partir de ce moment, tout ce que vous venez de citer là, le SE le fait sous la supervision, sous le contrôle du maire. Il ne le fait pas ex nihilo. Parce qu'il y a une chose que les gens ne disent pas. Après, si ce n'est pas le SE qui doit surveiller le maire, cette fois-ci c'est le maire qui surveille, qui supervise et qui contrôle ce que le SE fait. Parce que c'est le conseil de supervision qui va évaluer le SE. Le SE, que les gens dont on parle, ben, il ne vient pas pour gérer comme il l'entend. Parce que quand il gère, s'il gère bien, on va l'évaluer, on va le noter. On va dire c'est bon. Si ce n'est pas bon, ben, si le conseil de supervision dit on ne veut plus de ce SE, on écrit, on saisit le préfet. Mais le préfet ne peut pas indéfiniment dire non, on le laisse. Ça veut dire qu'il y aura crash. Donc, il suffit de voir la pertinence de notre réquisitoire contre le SE. Donc, le SE qui est là, quand tu sais que quelqu'un doit t'évaluer, si c'est le gouvernement, si c'est le préfet qui devrait évaluer le SE, ou le gouvernement qui devrait évaluer le SE, on peut dire que là où on est, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on peut faire des chantages au SE, le maire Non, ce n'est pas une question de chantage, parce que vous définissez les objectifs, on s'entend. Et rien, il n'y a pas comment dirais-je, il n'y a pas de chantage possible à faire, parce que sur quelle base on va évaluer le SE? Le SE même a un plan d'action qu'il soumet. Le SE, on lui a confié une orientation, une mission. Donc, il doit nous rendre compte, il doit nous faire part de cette difficulté. On va apprécier la pertinence de ce qu'il dit. Mais si on constate que voilà un SE qu'on a tiré au sort, mais qui, a priori, est supposé compétent, mais qui, dans la pratique, révèle des insuffisances, bon, nous allons relever tout ça. Donc, c'est donc dire que c'est une première expérience. Moi, je fais partie de ceux-là, pour revenir à votre question, qui sont pour la réforme. Maintenant, vous pensez que quand on a un chef quartier que nous sollicitons tout le temps, et qui n'a aucune rémunération. La réforme, là, ça vient soulager les maires. Qu'est-ce qui fait l'opposition entre le maire et son conseil municipal où on observe des procédures de destitution en un point fini? Les gens estiment que le maire est celui qui exécute le budget. Et du fait qu'il exécute le budget, il a des prébendes. Mais il est le seul à manger. Quel est le mécanisme par lequel nous-mêmes, on aura notre part? Donc, il faut que le maire nous entretienne. Mais pour entretenir le conseil, le maire est obligé de commettre des forfaits. Mais aujourd'hui, le gouvernement dit, écoutez, je place chacun dans son contexte. On va trouver des accompagnements nécessaires qu'il faut. Le maire, les agents au maire, et les présidents de commission, et les CA, les élus ordinaires, les élus simples, les chefs quartiers. Mais quoi de beau? Et je peux vous dire encore plus loin. Aujourd'hui, quand vous voyez la réforme là, l'avantage que ça présente, nous avons beaucoup de communes qui n'ont pas le personnel qualifié. Ça fait que les transferts de compétences que nous reprochons au gouvernement et au ministre, c'est ça qui limite. Quel argument les ministres avancent souvent? Ils disent, on n'a pas les ressources qualifiées. Aujourd'hui, le gouvernement, le président dans sa vision dit, je mets à votre disposition un secrétaire exécutif parce que pour être maire, on n'a pas passé un test. Vous le savez bien. Pour être maire, d'abord, ça dépend de votre capacité à entretenir la base. Ça veut dire que si vous avez les moyens, vous donnez de l'argent, vous entretenez bien la base, les gens viennent vous voir, on vous trouve comme un philanthrope. Ah, les gens, s'ils applaudissent, ils ne veulent pas savoir quelles sont votre réelle capacité. Première chose. Deuxième chose, il suffit d'avoir quelques leaders que vous prenez, vous tenez, qui vont vous porter comme le leader charismatique et vous entretenez votre base. C'est fini. Mais quand on vous confie la mairie, mais quel est l'indicateur, par quel moyen saura-t-on votre capacité à conduire la mairie, à travailler dans la vision, l'orientation, le schéma que le gouvernement au niveau central est en train de mettre en place. Mais si le maire est déjà limité et qu'il ne se fait pas accompagner des cadres compétents, mais vous voyez là où on conduit les communes, c'est ça qui fait que nous avons beaucoup de communes en difficulté. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais il y a d'autres SE qui vont se retrouver sur des terrains inconnus, qui vont se retrouver dans les communes, peut-être les communes dans lesquelles ils ne sont jamais allés, mais qui sont appelés désormais à diriger. Vous pensez que les ministres qui sont au gouvernement, ils maîtrisaient les ministères avant de devenir ministres?
Il y a un temps pour cerner ce qui se passe. C'est vrai, si je prends une commune comme la mienne, Porto-Novo, nous disposons plus ou moins de cadres. Je sais qu'il y a certains de mes cadres qui vont partir. Ça me fait mal. Tout simplement parce que j'estime qu'ils maîtrisaient déjà un peu la situation au niveau de la commune de Porto-Novo. Mais ceux qui viendront, il y a les collaborateurs qui sont là, qui vont l'accompagner. Mais déjà à partir du moment où il a une certaine capacité, une compétence, une certaine aptitude, il pourra vite s'adapter. Maintenant, ce qui est bien dans cette réforme, c'est que ce n'est pas que les SE. On veut doter toutes les communes des directeurs et des affaires financières. On veut doter les communes des PRMP. Déjà aujourd'hui, nous avons des PRMP que nous-mêmes on a nommés. Et on est autorité approbatrice. À partir de la prochaine... Déjà, c'est clair, quand les trucs vont rentrer dans l'ordre, le maire n'est plus autorité approbatrice. C'est désormais le SE qui est autorité approbatrice des marchés. Et la PRMP est là. Donc, ils répondent de tout ça. Le maire est libéré. On dit, ce qui concerne les affaires domaniales, les responsables en charge des affaires domaniales des communes, on va recruter. Ça veut dire qu'on va s'assurer de la capacité et les renforcements de capacité vont accompagner. Ceux-là, peut-être que la commune n'a même pas les ressources pour les payer. Le gouvernement dit, je mets les ressources aussi à votre disposition pour les accompagner. On n'a pas que ça. On a les DSI, ceux qui seront les statisticiens, les planificateurs de nos communes. Mais je pense que c'est autant de mesures d'accompagnement qui méritent d'être applaudies. Alors, entre le maire et le secrétaire exécutif, qui est-ce qui va rendre compte à la population? Qui est-ce qui va assurer la reddition de comptes? Non, mais la reddition de comptes, c'est le maire. Vous savez, parce que tout compte fait. C'est ce que le SE fait. Qui assure la collecte des taxes? Non, non, le SE, il faut que je réponde d'abord à l'autre question. Oui. Vous savez, le SE, quand vous lui confiez la mission, il vous rend compte. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous l'interpellez. Ce n'est pas pour rien, on est appelé à les évaluer. Maintenant, s'il fait ce que nous souhaitons, au moment de rendre compte, on va rendre compte. Puisque ce que nous voulons dire à la population, c'est ce qu'on a mis dans notre plan de développement, c'est ce qu'on a mis, et la population était là à participer, c'est ce qu'on a mis et qui a été décliné dans le budget. Et c'est ça, on remet au SE pour exécuter. Le SE est à l'exécution. On dit secrétaire exécutif. Mais ce qu'il veut exécuter là, c'est quelqu'un qui le définit. C'est ça le problème. Les gens voient le SE comme le tout-puissant. Moi, je dis secte. Le SE a une certaine responsabilité. Les maires ont été affaiblis. Mais écoutez, on dit vaut mieux être affaibli et avoir la quiétude après et s'assurer que tu as la paix du cœur, que tu ne seras pas interpellé. Ceux qui sont en cavale aujourd'hui, ils ont la quiétude. Non. Si vous leur posez la question, ils vont regretter le fait qu'ils se sont même mis dans ce truc-là. Ils auraient préféré rester là où ils étaient et dire, bon, je laisse. Maintenant, nous, c'est parce qu'on est là aujourd'hui que les gens parlent. Mais demain, on va partir. Mais qui vient aujourd'hui avec la réforme du système partisan, qui va vouloir devenir maire en sachant à l'avance que c'est lui qui veut être maire? Les maires sont désignés par les partis. Ça veut dire que la politique de développement désormais sera pensée, réfléchie et soutenue par le parti. C'est le parti qui va dire, voilà ce que nous envisageons. Ce n'est plus un individu. Par le passé, on voyait des individus. Il faut qu'on fasse la démarcation et qu'on sache que les choses sont en train de changer. Je ne dis pas que tout est rose. Non. Je ne dis pas que cette réforme ne comporte pas quelques insuffisances, quelques biais. Parce que nous sommes tous, après tout, des humains. Mais il faut commencer d'abord. Ceux-là qui disent, pourquoi les maires ne démissionnent pas? Pourquoi les maires... Nous-mêmes qui sommes concernés, on dit que c'est bon. Parce qu'aujourd'hui, moi, là, je suis plus à l'aise à dire aux citoyens qui viennent me voir, écoutez, les choses ne sont plus comme avant. Là où nous aurons des difficultés, pour revenir à votre question, qui collecte les ressources, désormais, la mobilisation des ressources sera laissée au SE. On définit tout, mais c'est eux qui vont exécuter. Là où les maires auront seulement de difficultés, et il y a lieu de sensibiliser la population par rapport à ça, pour éviter les évasions de recettes, de ressources pour la ville. Là où on intervenait facilement pour dire, écoutez, c'est nos militants, c'est un parent, lorsque le SE veut travailler, maintenant il n'a plus de contraintes. C'est ça. Donc ça veut dire qu'on veut amener les gens vraiment à respecter les thèses que nous nous donnons. Ça va amener désormais la population à commencer par assister aux conseils communaux, aux conseils municipaux. Parce que s'ils assistent, et ils auront le temps d'apprécier les décisions que les conseils prennent. Parce que le SE ne va pas exécuter une décision qui n'est pas prise par le conseil. Donc moi je crois et je pense que c'est vrai, les gens disent tout à l'heure, vous avez dit que notre collègue, on a dit il faut nous laisser notre budget. Le président l'a dit.
Le budget, certes, même si c'est un instrument de politique, hein, mais il faut comprendre que c'est un instrument de politique pour le développement de la ville et non de politique politicienne. Et donc, là où moi je suis, ceux qui peut-être se sentiraient plus en difficulté, c'est ceux-là qui, par le passé, ont déjà eu la facilité de vivre une expérience qui leur permettait de tout décider. Mais aujourd'hui, nous arrivons, il y a une nouvelle génération presque au niveau des mairies qui arrive avec cette réforme. Très peu doivent pouvoir se plaindre. Très peu doivent pouvoir se plaindre. On va finir avec votre mot de fin, si vous avez un message à l'endroit des populations de Porto Novo. Merci beaucoup, M. Boukari. Et moi, je voudrais d'abord, encore une fois, remercier la commission qui a travaillé et remercier le président de l'ANCB pour la manière dont il a conduit tout jusque-là, pour tous les plaidoyers qu'il continue de faire au profit des élus. Je voudrais rassurer toute la population béninoise et plus particulièrement ma chère population, la population de Porto Novo, la capitale du Bénin, pour leur dire, dans la vie, il y a des étapes qu'on doit franchir. Il y a des moments où certaines décisions sont prises et non pas contre la population, mais parce qu'on estime qu'il y a des ajustements à refaire. Je considère, et nous considérons tous, que cette nouvelle réforme résulte d'un constat amer qui a été fait et qu'on a cherché à corriger. Et on ne peut jamais faire des omelettes sans casser des œufs. C'est vrai, nous avons perdu une parcelle de notre pouvoir. Mais ça ne réduit rien en nous et à notre volonté de travailler pour le développement de notre ville, pour travailler pour le développement du Bénin. Ceci, nous sommes parfaitement en phase avec la vision du chef de l'État qui imprime déjà au sommet de l'État une certaine rigueur. Et c'est ça qui donne les résultats que nous voyons. Et cette rigueur-là, c'est ça qu'on a voulu vraiment ramener au niveau des communes. Ce serait difficile pour nous, pour le début. Mais je pense qu'avec le temps, on sera habitué. Le SE n'est pas un extraterrestre. Quand il va venir, il veut travailler avec les humains. Mais il ne fera rien qui ira contre l'intérêt de la population. Nous allons y veiller, parce que vous nous avez mandaté pour veiller sur vos intérêts. Les décisions que nous prenons, nous n'allons pas les prendre à votre détriment. Je voudrais donc vous rassurer que certes, c'est parce que c'est une première expérience que cela secoue comme on le constate. Mais rassurons-nous, tout ira bien. Les constats seront remontés en son temps pour des ajustements nécessaires. Voilà ce que je peux vous dire. Et une fois encore, merci de nous faire confiance et bon dimanche à chacun de nous. Merci à vous, M. Charlemagne Yankoti, maire de la ville de Porto Novo. Merci de votre passage sur le plateau du grand format. Et bon retour à Porto Novo et bon dimanche. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Le grand format se poursuit. Nous allons changer de sujet avec un autre invité, avec l'imam Shakirou Amousso. On va parler du jeune musulman qui a démarré depuis hier samedi. On va l'installer juste après ceci. LBM, notre passion vous transporte. Du 20 février au 22 mai 2022, la présidence vous ouvre ses portes pour une immersion publique et gratuite dans plus de 3 siècles d'histoire de l'art du Bénin. Venez découvrir les trésors royaux restitués par la France, tout en vous plongeant dans la création contemporaine des artistes du Bénin et de sa diaspora. L'art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui se révèle à vous tous les jeudis au vendredi de 15h à 18h30 et samedi-dimanche de 10h à 18h30. Renseignements www.expoartbenin.bj et réseaux sociaux. Pour une meilleure productivité, vous avez besoin de matériel informatique de qualité qui répondent à vos attentes. Chez Microland Informatique, nos PC sont adaptés à vos besoins. Du 1er au 31 mars 2022, venez profiter de nos packs spéciaux PC et tablettes avec des réductions allant jusqu'à moins 40% et plusieurs accessoires vous sont offerts en cadeau. Visitez-nous vite dans notre showroom à Ganry, en face de la librairie Notre-Dame. Jusqu'à 12 mois de garantie. Service après-vente et livraison assurée. Contact vendeur 95 95 28 24. Microland, votre solutionnaire numéro 1 en informatique.
Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Ou 29 jours pour mettre à l'épreuve à la fois le corps et l'esprit. C'est une obligation faite aux fidèles musulmans chaque année conformément aux prescriptions du Saint-Coran. C'est une occasion de la célébration des valeurs de partage entre frères de la communauté et au-delà. Mais comment un fidèle musulman peut-il se comporter pendant ce mois pour bénéficier des avantages liés au jeûne? Il nous en parlera dans les moindres détails. Imam Shakirou Amoussou, bonjour. Oui, bonjour, cher journaliste. Vous êtes imam de la mosquée en face de l'université d'Abou El Kalavi. Bienvenue sur le plateau du Grand Format. Alors, comme je le disais, le jeûne musulman a démarré depuis ce samedi au Bénin et partout dans le monde. Alors, pourquoi la date du jeûne change et pourquoi varie-t-elle en fonction des pays? Oui, merci, cher journaliste, pour l'occasion que vous m'offrez pour m'exprimer concernant l'un des piliers phares de l'islam qui constitue le jeûne du mois de Ramadan. Si je dois revenir à votre question, à savoir pourquoi les dates changent d'un pays à un autre. En réalité, les dates ne devraient pas changer d'un pays à un autre, puisque le jeûne du mois de Ramadan, c'est un jeûne réglementaire. C'est l'un des piliers de l'islam bien défini dans le Coran et dans les enseignements prophétiques, c'est-à-dire la sunna, la tradition du prophète Mohammed. Il a été bien dit comment commencer le jeûne, comment choisir la date. Cela ne devrait pas poser de polémique. Et si nous nous conformons à la tradition du prophète Mohammed, conformément à la recommandation d'Allah dans le Coran, où notre Seigneur nous dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Sha'r Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum sha'ra falyasmu. Et ce qui veut dire tout simplement que le mois du Ramadan, c'est le mois dans lequel le Coran fut révélé au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, un Coran qui constitue des enseignements, des preuves, des guides clairs pour nous, pour tout problème de la vie. C'est notre constitution. Où Allah nous dit dans le même verset que c'est lui qui observe, c'est-à-dire le croissant lunaire qui commence, qu'il jeûne. Ceci voudrait dire que on ne se lève pas ou on ne se base pas sur les calculs des astronautes pour définir une quelconque date du mois de Ramadan. Vous voyez, ceci passe nécessairement à l'observation du croissant lunaire. Et nous voyons, dans les pays où vous observez que les dates changent, peut-être, c'est des pays où ils se basent sur des calculs des astronautes, alors ceux-là ne respectent pas les normes chariatiques. Et ce que les normes chariatiques ont prévu, vous témoignez, vous voyez si le croissant est apparu, c'est-à-dire la lune. Et si vous voyez, commencez alors le jeûne. Et c'est ça, au Bénin, vous allez constater que ça a été observé, même si nous n'avons pas des éléments nécessaires pour l'observer, mais nous suivons déjà des pays à qui nous faisons confiance, comme l'Arabie Saoudite, où la journée du vendredi, où le croissant a été observé.
Et c'est à partir de là, l'Union islamique a passé une communication pour invitant les fidèles musulmans à commencer la prière de Tarawih et à jeûner. Donc, voilà comment ça s'est passé. Donc, les pays où il y a variation, j'ai des pays qui, je suppose, qui ne respectent pas les prescriptions d'Allah et les enseignements du prophète Mohammed. D'accord. Voilà. Quelle est l'importance ou bien les avantages donc, dont bénéficie quelqu'un, un fidèle musulman qui jeûne? Vous savez, pour parler des avantages liés au jeûne du mois de Ramadan, nous allons observer ces avantages sur 3 points, sur 3 dimensions. Sur la première dimension, nous allons parler des avantages sociaux, c'est-à-dire ce que le jeûne du mois de Ramadan apporte sur le point de vue social. Et ce qu'il apporte aussi dans sa dimension spirituelle et dans sa dimension aussi sanitaire. Ça veut dire que nous avions 3 avantages d'ordre social, spirituel et sanitaire. Et sur le plan spirituel, vous savez, le jeûne nous amène à l'endurance, à autodiscipline. Vous voyez, vous observez, vous mangez à une certaine heure, déjà à 5 heures. Si vous n'êtes pas habitué à vous lever pour la prière nocturne, les jeunes vous habituent à se lever très tôt le matin, faire des rakats, préparer le repas, manger, prier, aller à la mosquée et garder cette discipline-là jusqu'à une certaine heure donnée, c'est-à-dire au soir, au coucher du soleil. Vous voyez donc, et ça nous renvoie également à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez comment le fidèle est humble. Vous remarquez que les mosquées sont pleines pendant le jeûne du mois de Ramadan. Les tarawih, les chameaux, et tout le monde est assidu à la prière. Voilà le volet spirituel du jeûne du mois de Ramadan. Ceux qui ne priaient pas pendant les mois ordinaires, les autres mois, dès que le Ramadan arrive, ils deviennent des fervents croyants. Et ceci s'explique par le fait que le prophète nous a dit dans un hadith que pendant ces mois, les satans qui empêchent les gens de faire la prière, d'accomplir des bonnes œuvres, sont enchaînés. Vous voyez, il y a beaucoup de faveurs que les portes du paradis sont ouvertes. Et sur la dimension sociale, c'est un mois où vous allez remarquer, c'est un mois de partage, où on donne beaucoup de charité. Vous constatez dans les maisons, les gens préparent même, ils invitent les voisins à côté à manger. C'est un mois de solidarité. Et solidarité, vous verrez même dans les pays musulmans, même chez nous aussi. Vous voyez déjà à la rupture du jeûne, l'ambiance et ce qui s'observe, où autour vous partagez le même repas avec tout le monde, ceci avec gaieté, fierté et joie. Et sur l'aspect sanitaire, le jeûne pour nous, et chers téléspectateurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, pour celui qui recherche la santé, qu'il jeûne. Si vous jeûnez, vous acquérez la santé. Le jeûne pour nous, ça régénère l'estomac. Ça régénère l'estomac. Et ça assainit même l'estomac. Et ça élimine également les produits résiduels de l'estomac. À partir de quel âge le jeûne devient obligatoire pour un fidèle musulman? C'est l'âge requis, c'est quand le musulman est pubère, il est responsable de tous ses actes. Mais ce qui est recommandé selon la tradition, comme bien la prière et tout acte d'adoration, déjà, si vous avez un enfant déjà à 7 ans déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit il faut l'habituer à prier. Tu lui recommandes la prière. Tu ne le tapes pas. À partir de 10 ans déjà, tu le réprimandes s'il ne prie pas, s'il ne jeûne pas. Vous voyez, il est vrai, déjà à 10 ans, il n'est pas totalement responsable de ses ânes, mais déjà à 10 ans, de 7 ans à 10 ans, nous devons quand même recommander à nos enfants de jeûner. Et pour un adulte responsable de ses actes qui a ses facultés au point, en bonne santé et responsable de ses actes, doit quand même jeûner ça de façon impérative. D'accord. Quels sont les interdits pendant ce mois de Ramadan? Oui, les interdits pendant ces mois de Ramadan ou bien les interdits liés au jeûne du mois de Ramadan. Oui. Vous parlez des interdictions, c'est tout ce qui est interdit et dans les hors du Ramadan aussi, c'est valable pendant le mois de Ramadan. C'est ça. Tout ce qui est interdit dans la vie des musulmans. Maintenant,
l'interdiction liée spécifiquement au mois de Ramadan, ou bien les actes à éviter pendant le mois de Ramadan, ou bien les actes qui annulent le mois de Ramadan. D'abord, et comme nous connaissons tous aussi, si vous êtes dans le mois de Ramadan, vous s'abstenez de manger. Vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, et vous respectez cela. Vous voyez, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, et vous ne faites pas le rapport sexuel durant la journée du mois de Ramadan. Et le rapport sexuel est autorisé pendant la nuit du mois de Ramadan, et durant la journée de Ramadan, vous ne faites pas le rapport sexuel. Vous ne regardez même pas votre épouse ou bien serrez la main de votre épouse d'un regard vraiment charnel, d'un désir charnel. Et tout ce qui peut provoquer, inciter même à avoir un acte charnel ou à avoir un désir ou bien à accomplir un désir sexuel, vous l'évitez. Et tout ce qui sort de l'estomac également, de façon volontaire. Peut-être vous provoquez un vomissement volontairement. Ceci aussi annule le jeûne du mois de Ramadan. Et qui sont ceux qui sont dispensés de jeûne? Et ceux qui sont dispensés du jeûne, le Coran a été clair sur ça. Où le Coran nous a dit dans le Coran, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Parce que chez nous, tout est réglementaire. On ne se lève pas pour faire l'islam. C'est comme notre constitution au Bénin, les textes que nous avons, c'est si vous choisissez d'être musulman, et vous êtes tenu de respecter aussi le Coran et le hadith. Donc, catégorie de personnes qui n'est pas concernée, qui sont excusées même s'ils ne jeûnent pas, il y a d'abord le voyageur. Celui qui a voyagé, qu'il est en voyage, qu'il a effectué, par exemple, un voyage sur 80 km. Vous voyez, de peur que le voyage ne l'affaiblit pas, donc il doit cesser de jeûner, mais il le rattrape après, après le mois de Ramadan. Maintenant, est-ce que de nos jours, par exemple, quitter ici, aller à Parakou avec le confort du voyage, aujourd'hui que nous avions avec les bus climatisés, comparativement les gens au temps du prophète Mohammed qui devaient voyager dans les déserts, est-ce que ne serait-il pas bon, en étant en voyage dans nos temps, de quand même, si cela ne porte pas atteinte à notre personne, à notre santé, de quand même jeûner. Où Allah nous dit, si vous jeûnez, c'est meilleur pour vous. Également, celui qui est malade. Un malade également est dispensé du jeûne du mois de Ramadan. Mais il fait une compensation, c'est-à-dire qu'il nourrit une personne à sa place. Un jeûneur qui contribue à la rupture de son jeûne et qui contribue aussi à son jeûne également. Également, une femme en menstrue aussi également est dispensée de jeûner, ou une nourrice également. De peur que peut-être, ou une femme enceinte également, de peur que son fœtus et que son jeûne apporte atteinte à son fœtus. Ou son allaitement aussi, et son jeûne aussi apporte aussi atteinte à son bébé. Et celui qui est malade également. Voilà les catégories de personnes qui sont dispensées. Il y a aussi un vieillard, aussi où le poids de l'âge l'affaiblit tellement au point qu'il ne peut pas résister devant le jeûne du mois de Ramadan. Donc ceux-là sont dispensés à jeûner. On dit souvent que quand on est en carême, on ne doit pas avaler la salive, on ne peut pas passer de pommade ni de parfum, on ne peut pas se faire coiffer. Qu'en est-il réellement? Non, tout ce qui est recommandé, on ne doit pas avaler la salive, on ne doit pas se laver, on ne doit pas porter se parfumer, on ne doit pas. Vous voyez, j'ai été clair que l'islam, ce n'est pas la passion. L'islam, on ne se lève pas, on dit ce qu'on veut. Ce qu'on craint ici, en ce qui concerne la salive, c'est pas qu'il ne faut pas avaler la salive de façon volontaire, des points pour quand même assouvir sa faim. Non, on doit l'éviter. Même de façon naturelle, nous avalons les salives. Nous avalons les salives de façon naturelle. Mais le fait d'accumuler les salives et l'avaler, donc c'est ça qui est déconseillé. Maintenant, se laver ne se pose pas un problème. Ce qu'on craint, c'est ce qui rentre directement dans l'estomac. C'est ça qu'on craint, c'est ça qui annule, qu'on devrait éviter pendant le jeûne. Si c'est en se lavant que vous avalez des gouttes d'eau ou bien vous buvez de l'eau, c'est ça qu'on craint. Même pendant le jeûne du mois de Ramadan, on peut même se nager.
Tout à fait. Merci de paix, de sorte qu'à éviter d'avaler l'eau, à éviter de boire l'eau. Donc c'est ça qui est visé. Okay. Dans quelles conditions peut-on être amené à rompre le jeûne avant l'heure? Oui, c'est les conditions qui peuvent nous pousser à rompre le jeûne avant l'heure, c'est-à-dire quand nous sommes malades. Ce que l'islam veut de nous, c'est la facilité et non la contrainte. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Dieu nous veut la facilité et non la difficulté. Tout ce qui peut nuire, porter atteinte à l'homme en étant malade, peut-être lors d'une crise ou bien une malaise, et qui nécessite l'intervention d'un médecin et d'un spécialiste, il doit impérativement arrêter le jeûne. Ou bien une femme durant le jeûne en cours et elle a eu ses menstrues, elle doit automatiquement, elle ne devrait pas poursuivre le jeûne. Également, une femme qui a accouché, voilà les conditions. C'est les mêmes conditions valables, les interdictions qui sont valables aussi, c'est dans les mêmes conditions qu'on est appelé à ne pas jeûner. C'est les mêmes conditions qu'on est appelé à ne pas jeûner. Donc voilà ce que je pourrais dire à votre question. D'accord. Un célibataire qui vit sous le même toit que sa compagne, qui n'est pas marié, est-ce qu'il peut jeûner? Un célibataire qui n'est pas marié, qui vit avec une femme, c'est ça? Oui. D'abord, l'islam condamne le fait de vivre avec une femme sans conclure un mariage, c'est une fornication. Parce que l'islam condamne la fornication. On ne doit pas vivre avec une femme sans conclure un mariage. Le fait de vivre avec une femme sans mariage, c'est-à-dire vous êtes dans l'illicite. Et dans cette condition, la femme n'est pas autorisée à vous faire des repas parce que le jeûne, c'est un caractère sacré. Ne doit pas quand même préparer des repas pour vous, pour votre jeûne, ou que ce soit à la rupture du jeûne ou à la prise également du jeûne. Donc, dans ces conditions, le jeûneur, il s'organise. D'abord, il repentit devant Subhanahu wa Ta'ala. Et nous sommes dans un mois de repentir et qui ne continue pas. Certes, c'est Dieu qui pardonne. Et dans cette perversité, vous voyez, qui ne continue pas et qui s'arrête et qui s'organise de fait qu'à jeûner, en étant célibataire, il peut se préparer lui-même. Il peut trouver des moyens et s'associer avec d'autres personnes. Même s'il y a autour de lui ceux qui sont mariés, il peut lui offrir quand même des repas. Mais en étant en concubinage ou bien en relation avec une femme non mariée, que le mariage n'est pas conclu, en vivant sur le même toit et jeûner, l'islam n'autorise pas ça. D'accord. Imam, on va finir avec votre message à l'endroit des musulmans, de la communauté musulmane qui nous suit en ce moment. Notre message à l'endroit de la communauté musulmane, nous passons un message de l'endurance, de courage et de détermination. Le prophète Mohammed, il a dit malheur à celui qui est présent pendant le mois de Ramadan et qui n'a pas bénéficié du pardon d'Allah. Cela voudrait dire quoi? Nous sommes dans un mois de pardon, le mois de bénédiction, le mois où les portes du paradis sont ouvertes, le mois où les invocations sont exaucées directement, le mois où le Coran fut révélé au prophète Mohammed, le mois qui renferme une nuit qui équivaut à 83 ans d'adoration, le mois de partage. Pour nous, aux musulmans, c'est d'en profiter. C'est seulement un mois, seulement 30 jours. Et le temps passe. Et d'en profiter à l'endurance, à la prière, à la veille, à la lecture du Coran, à la charité, à la solidarité, à l'amour du prochain, surtout, et à donner, et à prier abondamment, et à ne laisser de passer ce Ramadan comme si c'est le dernier Ramadan de leur vie, et demander la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de prier, surtout pour notre pays, que notre pays se porte bien. Voilà notre message à l'endroit de notre communauté, que nous sommes dans un mois de bénédiction et les mois d'adoration, de ne pas s'amuser, de ne pas passer le temps à zapper des chaînes, des télévisions, à méditer. Jeûner le mois de Ramadan, ce n'est pas seulement de s'abstenir
au manger ni à boire. Non. Il faut que tous nos différents organes aussi jeûnent, la bouche, les yeux, les oreilles, tous nos membres aussi jeûnent. Il faut savoir ce que nous devons dire, contrôler le langage, nos oreilles. Nous ne devons pas voir ce qui est proscrit. Donc nous devons contrôler tous nos corps. Nous devons contrôler tous nos corps et bénéficier et méditer sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et assister à des assises de prêche, d'exhortation, la lecture du Coran et faire beaucoup de rappels à Dieu et se réveiller pendant la nuit et prier et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'alléger davantage notre condition de vie. Vous n'êtes pas sans savoir, nous sommes confrontés, le monde entier, je vais dire, ce n'est pas seulement le Bénin, à la cherté de la vie. C'est quand les péchés sont nombreux, Allah nous éprouve avec ça. Ça veut dire la faim fait partie aussi des mécanismes où Allah châtie ses fidèles, ses créatures. Donc c'est le moment de demander à Allah subhanahu wa ta'ala que de jaillir sa bénédiction sur notre famille, sur notre pays et tout ce qui entoure autour de nous. Et que Allah évite à notre pays ce que nous assistons dans la sous-région. C'est-à-dire les terrorismes et tout ça là, c'est celle Allah qui peut éviter ces catastrophes à notre pays. Donc c'est en cela nous invitons la communauté musulmane et à cela. D'accord. Merci à vous, Imam Shakirou Amosso, pour ces conseils. Vous êtes imam à la mosquée en face de l'université d'Abou-Mekalavi. Bonne suite de jeûne à vous et bon dimanche. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons à présent observer une pause pour suivre la revue de presse hebdomadaire donc de Nassis Alossé. Et juste après, c'est le rendez-vous de décryptage de l'actualité nationale avec l'invité média Kokouvi Ekoulou et le rédacteur en chef du quotidien du service public La Nation. Revue de presse, c'est parti. Au bulletin d'information de ce jour, les trésors royaux sont de retour. Décodeur mis derrière 95 000. Eh, ouais, derrière Tchakilopo, Canal Plus. Autant c'est ni. Il la yi. Vraiment, les temps ont changé. Un trésor vous attend chez Canal Plus. En ce mois de mars, le décodeur HD est au prix de 1000 francs CFA seulement dès la formule Évasion. Rendez-vous dans le point de vente le plus proche de chez vous ou appelez le 70 55. LBM, notre passion vous transporte. Oser. Croire. Célébrer. Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions? Va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. OneXBet, les paris pour tous les goûts. Du 20 février au 22 mai 2022, la présidence vous ouvre ses portes pour une immersion publique et gratuite dans plus de 3 siècles d'histoire de l'art du Bénin. Venez découvrir les trésors royaux restitués par la France, tout en vous plongeant dans la création contemporaine des artistes du Bénin et de sa diaspora. L'art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui se révèle à vous tous les jeudis au vendredi de 15h à 18h30 et samedi-dimanche de 10h à 18h30. Renseignements www.expoartbenin.bj et réseaux sociaux.
meilleure productivité, vous avez besoin de matériel informatique de qualité qui répondent à vos attentes. Chez Microland Informatique, nos PC sont adaptés à vos besoins. Du 1er au 31 mars 2022, venez profiter de nos packs spéciaux PC et tablettes avec des réductions allant jusqu'à moins 40% et plusieurs accessoires vous sont offerts en cadeau. Visitez-nous vite dans notre showroom à Ganry, en face de la librairie Notre-Dame. Jusqu'à 12 mois de garantie. Service après-vente et livraison assurée. Contact vendeur 95 95 28 24. Microland, votre solutionnaire numéro 1 en informatique. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info @canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02. Bonjour à toutes et à tous. Dans leur parution cette semaine, tous les journaux ou presque sont revenus sur la désignation de Patrice Talon à la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Désignation faite le vendredi 25 mars dernier à l'issue d'un double sommet CEDEAO-UEMOA qui s'est déroulé à Accra au Ghana. Intégration sous-régionale, titre les quotidiens le matin et l'événement précis. Patrice Talon plébiscité à la présidence de l'UEMOA. Le quotidien Fraternité nous apprend que l'homme du nouveau départ a pris la tête de l'UEMOA avec un esprit de réforme. C'est un mandat placé sous le signe d'une volonté de réforme, de concertation permanente avec les autres chefs d'État, confirme le journal Bénin Intelligent. Et à mon confrère de voir à travers cette désignation l'ascenseur du réformateur. Selon l'autre quotidien, le chef de l'État fait savoir qu'il acceptait le mandat de président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA si ses collègues de la sous-région consentaient à une première réforme, celle de faire coïncider le pays qui détient la présidence du Conseil des ministres avec celui qui a la présidence de la conférence des chefs d'État. La raison, rapporte Fraternité, il était difficile d'avoir un président de l'UEMOA qui soit d'un pays A et un président du Conseil des ministres qui est généralement un ministre des Finances d'un pays C. Tout simplement parce qu'un président en exercice ne peut pas solliciter systématiquement un ministre qui relève d'un autre chef d'État. Donc le président Talon a souhaité que désormais le président du Conseil des ministres et le président de la conférence des chefs d'État soient du même pays. Donc naturellement, son Nord Sud quotidien, Romuald Wadagni va reprendre la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA. Du coup, le journal voit un nouveau mandat de réforme pour Romuald Wadagni. En tout cas, insiste la presse du jour, Patrice Talon entend relever plusieurs défis à la tête de l'UEMOA. Le quotidien Le Matinal trouve que ce sont les qualités de réformateur de Patrice Talon qui sont reconnues à travers cette désignation. C'est surtout le fruit de ses inlassables efforts, a déclaré le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Akbenonsi, à la une du quotidien La Nation.
Le journal nous apprend que Patrice Talon prendra fonction dans un mois au cours d'un sommet virtuel. Toujours dans l'actualité cette semaine, le haut commandement de l'armée de la police républicaine qui compte 4 nouveaux généraux, des officiers promus à l'issue du Conseil des ministres. Conseil des ministres, le gouvernement promeut 4 généraux de l'armée de la police républicaine, titre l'autre quotidien, Assad 2 de 1 dans sa livraison de jeudi. Mais qui sont ces nouveaux généraux nommés, s'interroge le quotidien La Nation. Et dans ces colonnes, le journal révèle l'identité de ces nouveaux hauts gradés. Il s'agit, à en croire le quotidien du service public, du contrôleur général de police Soumaïla Yahya, promu au grade d'inspecteur général de police de 2e classe, des colonels Fruitier Baguidi, Abou Issa et Bertin Bada, promus au grade de généraux de brigade. Le quotidien matinal lui placarde à sa une les portraits des 4 nouveaux généraux et dresse dans leur colonne leur profil. Mon confrère rappelle que ce sont les premiers généraux promus sous le régime de Patrice Talon. Tout comme ces nouveaux hauts gradés de l'armée de la police républicaine, les aspirants aux fonctions techniques et administratives dans les mairies sont aussi connus. Connus à l'issue du tirage au sort effectué cette semaine à Cotonou. Décentralisation, voici les 77 secrétaires exécutifs des mairies, titre Nord-Sud quotidien, qui dresse dans ces colonnes la liste des heureux élus. Et sur cette liste des 77 secrétaires exécutifs, le quotidien matinal voit que 34% de femmes ont été retenues. Le potentiel et bénin intelligent se montre encore plus précis concernant les chiffres. Recrutement au poste de secrétaire exécutif dans les mairies, 26 femmes et 51 hommes tirés au sort, peut-on lire à la une de ces publications. Pour le quotidien Fraternité, la sélection de ces hommes et femmes est l'aboutissement d'un processus couronné de transparence. Un processus qui, à en croire le journal, aura duré environ 3 mois avec plusieurs étapes. Les secrétaires exécutifs des mairies étant connus, le quotidien La Nation nous renseigne que l'identité des aspirants des 6 autres fonctions administratives et techniques sera connue ultérieurement. Pour les publications, la mise en œuvre de cette réforme sur la décentralisation vient sonner la fin de 2 décennies d'échecs dans la gestion des collectivités locales. Un échec caractérisé par une gestion budgétaire approximative et une fiscalité locale peu adaptée aux exigences et enjeux de la décentralisation. Parlant d'échec du mode de gestion dans la décentralisation, une partie de la presse nous informe d'un cas de malversation autour de l'argent mobilisé pour faire face à la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Et cela s'est passé à la commune d'Adjawéré dans le département du Plateau. Détournement des fonds Covid-19 à Adjawéré, 2 agents de santé mis aux arrêts, informe le quotidien matinal. En plus des agents de santé, élus communaux et cadres à divers niveaux ont été aussi interpellés et gardés à vue, ajoute le journal Le Potentiel. Loin des mairies, le quotidien Fraternité lui s'intéresse à la flambée des prix des produits de grande consommation et fait observer que pour le prix d'achat du ciment en fonction des départements, l'équité est mise à mal et du coup, les plus pauvres sont pénalisés. Au regard de la disparité des prix d'une région à une autre, mon confrère dit ne pas comprendre pourquoi cette disparité est justifiée par le coût du transport. Dès lors qu'il y a des exemples comme le prix de la bière qui ne varie presque pas d'une région à une autre, malgré les mêmes transports onéreux mis en avant, commente le journal, il est clair qu'avec un peu plus de volonté politique, il n'est pas impossible d'aller à une harmonisation du prix d'achat du ciment sur l'ensemble du territoire national. Pas d'injustice, car dans une nation, les contribuables sont tous égaux, rappelle Fraternité. Et pour l'application des mesures prises par le gouvernement pour faire face à la flambée des prix des produits de grande consommation sur le marché, le quotidien matinal nous renseigne que le numéro vert annoncé pour dénoncer les fraudes et spéculations est déjà connu. Et c'est le 113, précise le journal. Un drame pour mettre un terme à ce tour d'horizon de l'actualité. Et cela s'est produit à Plahoué, dans le département du Koufo, où un agent de la police républicaine a tenté de tuer son bébé, informe le journal Le Potentiel. Et selon la publication, il a profité de l'absence de la mère de son enfant, une maîtresse à lui, pour introduire de l'acide dans la bouche de l'enfant. Le produit s'est renversé sur sa main et sur les vêtements du bébé de 11 jours, rapporte le journal. Et ce sont les cris du nouveau-né qui ont alerté le voisinage et le crime a été découvert. La victime a été transférée aussitôt à l'hôpital de Goromé à Plahoué, où il est actuellement en soins intensifs, ajoute la publication. L'auteur du crime est mis aux arrêts. Le journal rappelle que la maman du bébé, déjà mère de jumeaux, cherchait désespérément d'enfants avant de tomber enceinte du policier, qui lui vit avec une femme et des enfants. C'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vue et commentée par les journaux.
Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Voilà, c'était à l'instant la revue de presse hebdomadaire signée Nassis Alossé. Merci pour ce résumé de l'actualité nationale vue par nos confrères de la presse écrite. En plateau pour le tour d'horizon de l'actualité nationale, Kokouvi et Clou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef du quotidien La Nation. Bienvenue sur le plateau du grand format. Merci beaucoup de m'avoir invité, chers confrères. Merci. Alors, dans l'actualité, on parle toujours de la cherté de la vie. Donc, avant d'évoquer les solutions proposées par le gouvernement, comment expliquez-vous la flambée des prix de certains produits de grande consommation? Bon, vous savez qu'aujourd'hui, le contexte fait d'abord de cette pandémie qui chaque jour vient nous rappeler que toute notre fragilité et la guerre aujourd'hui, la crise au niveau de l'Ukraine, tous ces éléments combinés et puis toute la puissance ou bien l'hégémonie de certains États sur certaines denrées, sur la production de certaines denrées, nous amène finalement à cette spéculation que nous observons. Et ça s'est généralisé. Si d'autres pays qui sont assez quand même, qui sont plus développés que le nôtre arrivent quand même à subir de plein fouet cette crise, je ne pense pas que ce serait le Bénin qui en serait en retrait. Donc c'est tellement pénible pour les populations que nous sommes aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il faut? Je pense que ce qui se fait déjà par le gouvernement reste quand même un appui conséquent et il est à espérer que les mesures qui ont été prises soient suivies sur le terrain pour que cette bouffée d'oxygène puisse quand même apporter du soulagement aux populations. D'accord. Et en réponse à cette situation, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures dont vous avez sans doute connaissance. Quelle est votre opinion sur l'efficacité de ces mesures? Bon, je crois quand même que la peur du gendarme quand même est le début quand même d'un certain nombre de craintes par rapport à certains commerçants quand même qui s'obstinent à ne pas suivre, à ne pas rentrer dans les rangs. C'est difficile pour ceux qui ont eu quand même à s'approvisionner, de suivre vraiment ces mesures, mais je pense quand même qu'il est de bon ton que pour le suivi de ces mesures, que les services compétents qui ont été missionnés par le ministère du Commerce puissent vraiment se mettre à la tâche pour éviter quand même les impairs et les surcoûts de ces spéculations-là, et afin que les effets se ressentent vraiment au niveau du panier de la ménagère et puis en tout quand même de toute la population. D'accord, justement, un numéro vert est désormais disponible, 113, donc pour dénoncer ces commerçants. Est-ce que cela ne veut pas créer une rupture organisée de certains produits sur le marché? J'ose croire quand même que ceux qui ont pris... Quand vous obligez à vendre votre produit à un prix qui ne vous convient pas, vous préférez peut-être déposer vos produits d'abord. Il faut aussi craindre que ces produits sont quand même des denrées périssables, et les garder au magasin et ne pas pouvoir les céder, c'est aussi des risques que prennent ces commerçants. Donc chacun devra quand même prendre la mesure de la situation et comprendre que l'enjeu c'est quand même que les populations se portent bien et qu'elles puissent ne pas subir aussi durement cette crise-là qui fait quand même
tabac. D'accord. Autre sujet avec vous, Kokouvi et Koulo, on connaît désormais les noms et les visages des nouveaux secrétaires exécutifs des mairies. J'en parlais sur ce plateau avec le maire de Porto Novo. Quel regard portez-vous sur le processus qui aboutit à ce résultat? C'est un processus qui, ma foi, a pris du temps. Ça a pris du temps et ça pourrait témoigner également du sérieux qui a été mis dans ce processus et la qualité des profils recherchés. Donc, si tout cet intérêt a été mis dans ces profils, c'est que forcément, il est attendu de grands bouleversements et une certaine réforme au niveau de l'administration territoriale. Nous sommes face à un processus qui vient de connaître son aboutissement et je crois quand même que les prochains jours nous édifierons sur le visage quand même de ces mairies et une fois qu'elles seront sous le commandement de ces secrétaires exécutifs. Donc on voit déjà un conflit d'intérêts ou bien même de complicité entre le maire et son secrétaire exécutif. Est-ce que c'est possible, ça va être le cas? Je ne vais pas être pessimiste, mais je vois un peu comment les politiques sont attachés à leurs prérogatives, aux prérogatives qui leur étaient concédées à travers le rôle de maire. Aujourd'hui, on voit tel que présenté le rôle de ces SE. Vous voyez qu'il y a comme un dépouillement des prérogatives du maire et pour des gens qui sont habitués à diriger et à être vraiment au fait de l'action, c'est difficile de les voir se mettre dans leur nouveau manteau. Et j'espère que les tests aidants et l'esprit de collaboration pourraient peut-être prévaloir pour permettre à nos entités décentralisées de connaître vraiment le développement, puisque c'est de ça il s'agit. C'est comment faire pour que ces mairies-là puissent décoller réellement et qu'on puisse conjuguer au passé tous les dysfonctionnements qui étaient notés à l'aide de la décentralisation depuis un moment. Alors, est-ce que cette réforme, à votre avis, cette réforme dans le secteur de la décentralisation peut réellement changer quelque chose en matière de gouvernance locale? Déjà, je trouve que le politique s'invitera moins dans la gestion communale parce qu'ici, c'est un profil assez technique et celui qui est là, il est appelé aussi à se faire évaluer et les résultats qu'il a fait valoir témoigneront de son crédit et peut-être de sa pérennité au poste. Donc, il est quand même appelé à booster l'administration communale et c'est tout le bien qu'on souhaite à nos communes. Et maintenant, à la fin, je crois le gouvernement est en voie de concrétiser peut-être sa vision de la chose communale. Maintenant, c'est à la fin, c'est après une certaine expérience qu'on pourra juger du fait qu'ils ont bien fait. Donc, on va croiser les doigts. Et sur les 77 SE, nous avons 26 femmes, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut commencer déjà par croire que désormais l'implication des femmes dans les instants de décision devient une réalité? C'est une bonne chose à saluer et depuis peu le chef de l'État a pris quand même cet engagement-là de pouvoir favoriser cette émulation de la gente féminine au niveau de certains postes clés et c'est à saluer. On ne peut qu'espérer qu'au niveau d'autres entités, d'autres postes de décision, qu'il y ait plus de présence de la femme et pour qu'on puisse réellement parler de cette parité et tout.
D'accord. On va parler sport avec vous très rapidement. On connaît déjà les 5 équipes africaines donc, qui vont participer au Mondial Qatar 2022. Le Ghana, le Cameroun, le Sénégal, le Maroc et la Tunisie. Dans la poule, donc, le Ghana va évoluer avec le Portugal, la Corée du Sud et l'Uruguay. Cette équipe qui avait, on se rappelle très bien, qui avait plongé tout un continent, donc le continent, l'Afrique, dans le noir avec la main de Suarez. Aujourd'hui, est-ce que c'est le destin de André Ayew et ses coéquipiers ou c'est l'heure de la revanche? Bon, parler de revanche, je ne pense pas qu'aujourd'hui, vu un peu la qualité de l'équipe ghanéenne, on puisse parler de revanche. Les forces, elles sont disproportionnées. Si je prends ne serait-ce que les performances de l'équipe ghanéenne à la dernière CAN, je crois que cette équipe est vraiment en baisse de régime et elle n'était pas du tout attendue à ce niveau-là. On aurait vu un peu la qualité, l'ossature de l'équipe nigériane. Tout le monde tablait sur le Nigeria, mais finalement, coup du sort, on a eu ce qu'on a eu et c'est le Ghana qui s'en sort. Et quand vous parlez de cet effectif, les frères Ayew, ils sont vieillissants et tout. Et à part aujourd'hui Pathé qui semble être vraiment le joueur le mieux coté au Ghana, on n'a plus vraiment le Ghana, le Ghana des Black Stars qui nous faisait vraiment rêver. Donc, on va pas être... On ne va pas désespérer, mais on attend quand même qu'il fasse des miracles, mais Déjà, on peut... Alors, de son côté, le Sénégal, champion d'Afrique, va évoluer dans le groupe A avec le pays organisateur, le Qatar, l'Équateur et les Pays-Bas. Quelles sont les chances de qualification de Sadio Mané et sa troupe? Je crois bien que le Sénégal a vraiment une carte à jouer. Déjà son vécu dans la compétition nous laisse croire quand même que c'est une équipe qui fait des merveilles et ça le nombre de joueurs que nous avons au plus haut niveau de cette équipe des Lions de la Teranga nous laisse croire quand même qu'il y a des chances que le Sénégal s'en tire bien dans ce groupe-là. Et pendant ce temps, le Cameroun hérite d'une poule composée du Brésil, la Suisse et la Serbie. Rigobert Song, désormais, à la manœuvre en tant que sélectionneur des Lions indomptables. Là également, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais le Cameroun nous a montré un peu sa haine de gagner, son élan quand même à renverser la situation. Et c'est un peu cette grinta, ce punch-là, cette rage vraiment de vaincre, d'aller vraiment au bout de ces matchs qui moi, me séduit. Et je suis sûr que s'ils sont sérieux, s'ils sont disciplinés, comme ils l'ont montré ces derniers temps, ils ont de fortes chances d'assurer quand même la présence de l'Afrique à cette compétition. D'accord. Merci à vous, Kokouvi Eklou, rédacteur en chef du quotidien du service public La Nation. Et bonne journée à vous. Bonne journée, Idriss. On va se retrouver très prochainement. Merci, à très bientôt. Mesdames et messieurs, on va se détendre un peu avant de descendre. Voici l'artiste de la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le monde des forces armées, celui des hommes à la fois audacieux et consciencieux. Ici, on exige de chaque soldat un sacrifice suprême, dont le seul but est d'assurer la défense et la protection de la nation par la force des armes. Bien sûr,
Ceci exécuté sans état d'âme, sans fait de drame. Le métier des armes est un sacerdoce qu'on endosse. Oh, la main incarne un mur de paix contre lequel le peuple s'adosse. Restons endurants, rassurants, éclairants et persévérants. Pour nous, avançons, avant pas d'idée ni tchèquant. Car après l'effort, c'est le réconfort. Vu nos études et attitudes en combat rude, en zone hostile et torride, vu nos actions tactiques et techniques, aussi bien au sol qu'en altitude, vu le sens élevé du goût au risque et à l'effort prolongé qui caractérise notre habitude, vu l'enjeu de nos servitudes, nous sommes les garants de la quiétude dans sa plénitude. Oui, nous sommes la grande muette, un monde à part entière, pas trop conseillé aux bouches indiscrètes, aux têtes qui s'entêtent. En tout cas, ici le comportement est très délicat. Subiront des sanctions disciplinaires, seuls les indélicats. Pour y vivre, on n'a ni besoin d'avocats ni de syndicats. On a juste besoin du courage pour imposer la paix partout où besoin sera et défendre les intérêts de la patrie au prix de notre vie, sans prendre de reliquats. Le métier des armes est un sacerdoce qu'on endosse. Oh, la main incarne un mur de paix contre lequel le peuple s'adosse. Restons endurants, rassurants, éclairants et persévérants. Pour nous, avançons, avant pas d'idée ni tchèquant. Car après l'effort, c'est le réconfort. Comme la raison, la discipline est la chose la mieux partagée dans notre maison. Servir l'armée, c'est se forger un mental fort et dur comme du béton armé. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, nous sommes au service exclusif de la République. Inutile alors de s'enflammer, on exécute d'abord avant de réclamer. Le métier des armes est un sacerdoce qu'on en... Sacerdoce de Dadbo, donc il est avec nous ce dimanche, notre artiste de la semaine. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour monsieur. Alors vous êtes militaire, oui, c'était vous êtes sergent. Voilà. Alors qu'est-ce qui vous a amené à chanter? Merci bien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, oui, permettez-moi de dire un bonsoir aux téléspectateurs. Oui. Donc je me présente. Oui, allez-y. Ici, à l'état civil, je réponds au nom de Mouanou Ouenafa Dadobo Guy. Donc, artistiquement parlant, mon nom d'artiste c'est Dadobo. Dadobo. Voilà. Alors, Dadobo, militaire qui appartient à la Grande Muette, on dit. Voilà, comment est-ce que vous avez commencé à chanter? Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer par chanter? Bon, je dirais que la chanson, bon, pour moi, la musique, c'est une passion, d'accord. Et tout a commencé en 2013, voilà, où je faisais de petites... à chaque fois qu'il y a des manifestations, des occasions de choses, là, des événements au sein de l'armée, je profitais quand même de ces opportunités-là pour faire de petites prestations et autres, là. Donc voilà, donc c'est comme ça est née cette passion-là en moi. Donc voilà. Alors, comment est-ce que vous avez été formé? Est-ce que c'est l'orchestre de votre service, donc l'orchestre militaire, ou bien c'est à l'église? Comment est-ce que vous avez été formé? Parce que c'est quand même pas facile. Voilà, c'est une très bonne question. C'est pas l'orchestre de la musique, c'est pas l'escadron de musique de l'armée de terre qui m'a formé. Je crois que c'est un don de Dieu. Et cela est venu
comme ça. La passion est venue comme ça. Donc voilà, moi-même, je ne sais pas comment c'est venu. Je dirais que c'est un don de Dieu. Donc je ne me gêne pas tellement avant d'écrire les textes. J'écris ces textes-là. Les textes sont écrits par moi-même. D'accord? Ça vient comme ça et ça m'étonne des fois. Donc je prends ça comme un don de Dieu. Voilà. D'accord. Le slam, hein, c'est votre style musical, donc le slam qui n'est pas trop développé chez nous au Bénin. Pourquoi est-ce que vous avez fait cette option? J'ai fait cette option justement parce que j'ai, disons, bon, je dirais que j'ai un aîné qui m'a donné cette envie-là, hein, Kamal Radi. Quand je le vois prester, franchement, je suis épaté. Donc, j'ai dit, ah, ça là, bon, moi-même, j'essaierai de faire comme lui. Donc, c'est ainsi que, bon, je commence un peu par m'essayer à la chose. Et voilà, aujourd'hui, j'essaie de faire de mon mieux. Kamal Radi, c'est lui qui vous inspire souvent. Vraiment. Il y a aussi Sergent Marcus qui voilà. fait aussi le slam. Est-ce que vous le suivez? Est-ce qu'il vous donne des conseils également? Il me donne des conseils. Je le suis également sur sa chaîne YouTube. Et voilà. J'ai au moins ces deux-là comme aînés que je prends comme référence. Alors, voilà. Au sein du service, vos collègues, quel regard portent-ils sur vous? Lui chante. Est-ce que vous êtes comme quelqu'un de différent? Pas trop différent. Je dirais que, bon, après le service pour lequel je sais actuellement, je prends mes heures de choses là comme... Je prends la musique comme mes heures de défoulement, voilà, de distraction. Et je prends ça pour quand même écrire mes textes. Donc je ne suis pas trop différent des autres. Pas tellement quand même. Alors, sacerdoce, est-ce que c'est une façon de rendre hommage aux forces d'armée béninoises? Sacerdoce? Oui, sacerdoce, comme le nom l'indique, c'est un hommage aux forces armées béninoises pour les services, que cette institution essaye de faire à travers nous, les hommes en uniforme. Donc pour moi, c'est légitime de rendre hommage à cette armée-là, aux forces armées du monde entier et à l'armée béninoise en particulier. Alors, quel est le retour que vous avez, quand vous avez chanté, vous avez rendu hommage aux forces de l'armée? Quel est le retour? Est-ce que les patrons vous ont félicité? Comment ça s'est passé, les collègues? Vous avez un bon retour? Tout à fait. J'ai un retour, j'ai un très bon retour. J'ai eu des félicitations de part et d'autre, des collègues, des frères d'armes, de la hiérarchie militaire. Donc, je crois que ça continue, ces félicitations-là, ça continue. Et il y aura quand même du bon pour les jours à venir. Voilà. Avec les patrons, est-ce que vous n'avez pas de problème? Parce qu'on a l'impression que quand vous chantez, vous allez commencer par côtoyer certains artistes. Bon, certainement, dans l'armée, c'est la discipline et tout. Est-ce que de temps en temps, on ne vous rappelle pas à l'ordre sur un certain nombre de choses? Bon, ça, vous avez raison, mais vous savez, tout est question de discipline. Dans l'armée, c'est la discipline. La discipline est la force principale des armées. D'accord? Donc, on sait comment, en tant qu'artiste, je sais les thèmes que je dois aborder dans mes textes. Je dois respecter strictement la neutralité politique. D'accord? Est-ce que vous avez été interpellé une fois? Non, pas tellement. Pas. Alors, pourquoi vous pensez que l'armée est un monde à part? Bien sûr, l'armée est un monde à part. C'est un monde à part parce que je dirais qu'il y a tellement de choses, de secrets de défense, que vous ne pouvez pas, tant que vous n'êtes pas à l'intérieur, vous ne pouvez pas connaître, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe à l'intérieur. Donc il faut vraiment être du milieu pour savoir en quelque sorte ce qui se passe. Donc nous, on n'est pas là pour parler en désordre, comme on le dit. Nous sommes la grande muette. Donc vraiment, c'est un secret. Sauf que dans la grande muette, vous parlez... alors, en dehors de sacerdoce, vous avez un autre clip, c'est Koro Koro. Voilà, restons Koro. Koro Koro. Bon, oui. on va suivre ça et on revient très rapidement sur ce plateau pour la suite. Legend Beat. Un coronavirus très très nerveux, influamento. Mais oui, on peut l'éviter naturellement, donc no stress. Ok? Katobo Music. C'est pas un fantôme, coronavirus a bien des symptômes.
Je m'en vais te les citer, faut bien écouter et toujours les chanter. Si tu sens la fièvre ou sensation de fièvre, respiration à peine, la toux se dégaine, voix essoufflement. Faut pas paniquer, mets-toi en quarantaine. File un appel aux autorités et tu seras sauvé. Pour le Bénin, alertez le SAMU par ses numéro 95 36 11 04 95 36 11 02 et le tour est joué. Avec Dadobo, reste en coro pour éviter coronavirus. Avec Dadobo, reste en coro pour fêter coronavirus. Avec Dadobo, reste en coro pour éviter coronavirus. Avec Dadobo, reste en coro pour fêter coronavirus. Coro, coro, reste en coro pour éviter coronavirus. Coro, coro, reste en coro pour fêter coronavirus. Avec Dadobo, reste en coro pour éviter coronavirus. Voilà, Koro Koro de Dadobo. C'était une campagne de sensibilisation. Et vraiment, voilà, c'est une manière à moi de sensibiliser la population béninoise face à cette pandémie qu'est le coronavirus. D'accord. Donc, c'est vrai, c'est toujours d'actualité. Cette pandémie n'est pas encore totalement terminée. Donc, voilà, c'est un concept en fait. Restons Koro, pour moi, c'est un concept. Et ce concept, Restons Koro, en fait, c'est quoi? C'est ne pas négliger les gestes barrières. D'accord? Ne pas négliger les gestes barrières. Rester vigilant. Rester vigilant, propre, voilà. Donc, quand je dis restons, quand on dit à quelqu'un de rester Koro, c'est respecter les gestes barrières. En un mot. C'est un concept militaire également. C'est un concept que j'ai. Restons Koro. Non, pas un concept militaire. C'est pas un concept militaire, c'est juste un concept quand même pour accompagner. Voilà. Le gouvernement, voilà. Les efforts du gouvernement pour éradiquer cette pandémie. Le mal. Est-ce que vous avez des projets à court et à long terme? Oui, effectivement. Vous avez un album en préparation. Exact. Vous êtes à quel niveau maintenant? Tout est enfin prêt. Tout est prêt déjà. Et l'album est là. Donc j'attends quelques sponsorings seulement. Bon voilà, pour pouvoir faire, pour organiser la sortie officielle de cet album-là. Il vous reste quoi? Il vous reste de l'argent? Il faut en demander et tout. Bon, je dirais que on a toujours besoin d'un apport extérieur. Donc, s'il y a des bonnes volontés, bien sûr, qui veulent et soutenir l'artiste, alors qu'ils n'hésitent pas à le faire, parce que j'attends effectivement quelques apports pour pouvoir organiser cette sortie officielle. En dehors de ça, vous avez d'autres projets sans doute. La musique, vous voulez en faire une carrière ou c'est juste un passe-temps? Bon, si je dis un passe-temps, c'est une manière de se moquer des autres qui en font une carrière. Donc la musique, c'est un métier. C'est un métier. Donc je ne peux pas dire que je vais faire un passe-temps, non. C'est vrai que je suis dans l'armée et c'est mon métier principal. C'est ma profession. Donc l'armée pour moi, c'est un tremplin. C'est un tremplin qui m'aide quand même à faire la musique. Parce que la musique pour moi, c'est une passion. Et mes chefs ont compris et c'est mes chefs qui m'ont autorisé à le faire. Donc je ne peux pas laisser l'armée au détriment de la musique. Pas du tout. On va remercier ces chefs-là. Oui. Le contre-amiral Patrick Caro également, certainement qui vous soutient également. Voilà, exact. On va faire du slam. On va démontrer quelque chose. Ok, je vais essayer de faire un extrait, un acapella au moins de 2 extraits. Oui, très rapidement. Ok. Vous savez, moi j'aime tellement la femme. Mes thèmes se basent surtout sur l'amour. C'est ça. L'amour, donc l'acapella que je vais faire tout à l'heure s'intitule Cheko. D'accord, on y va. Cheko, chéri Coco, ma préférée Bolingo, ma fée bienfaisante, combattante, voire plus résistante que les rocos. C'est bien sûr vers toi que convergent mes pensées au premier chant du coq, le fameux cocorico.
Femme du terroir, en griffe, née à Bamako. Ton style, je kiffe, toujours Nico. T'as opté t'habiller en mode africaine et non franco. Vrai ou faux? C'est en ça que je t'admire. En plus, avec ta coiffure ou ta coupe de Cisco ou d'Aracoco, wallahi, je te trouve trop choco. Aussi ravissante que les go de San Francisco, Mexico, de Monaco ou de Porto Rico. Ozali et Kelamu Kitoko, na Mokilioyo. Ozali Sapato, na Kolata ati na éternité na Boy Kolata, na Second Moko. Ozali Liziba, ya Mololi ya Bolingo na Lingio Tro. C'était Dadobo en direct sur le plateau du grand format, je rappelle. Donc il est sergent, membre de l'état-major des forces armées béninoises. Merci beaucoup, bonne chance. Merci. Et bonne journée. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 3 avril 2022. Merci à vous qui nous suivez depuis Bopa. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le monde des forces armées. Celui des hommes à la fois audacieux et consciencieux. Ici, on exige de chaque soldat un sacrifice suprême, dont le seul but est d'assurer la défense et la protection de la nation par la force des armes. Bien sûr, ceci exécuté sans état d'âme, sans faire de drame. Le métier des armes est un sacerdoce qu'on endosse. Oh, l'armée incarne un mur de paix contre lequel le peuple s'adosse. Restons endurants, rassurants, éclairants et persévérants. Pour nous, avançons, avant pas d'idée ni tchèquant. Car après l'effort, c'est le réconfort. Vu nos études et attitudes en combat rude, en zone hostile et torride, vu nos actions tactiques et techniques, aussi bien au sol qu'en altitude, vu le sens élevé du goût au risque et à l'effort prolongé qui caractérise notre habitude, vu l'enjeu de nos servitudes, nous sommes les garants de la quiétude dans sa plénitude. Oui, nous sommes la grande muette, un monde à part entière, pas trop conseillé aux bouches indiscrètes, aux têtes qui s'entêtent. En tout cas, ici, le comportement est très délicat. Subiront des sanctions disciplinaires, seuls les indélicats. Pour y vivre, on n'a ni besoin d'avocats ni de syndicats. On a juste besoin du courage pour imposer la paix partout où besoin sera et défendre les intérêts de la patrie au prix de notre vie, sans prendre de reliquats. Le métier des armes est un sacerdoce qu'on endosse. Oh, l'armée incarne un mur de paix contre lequel le peuple s'adosse. Restons endurants, rassurants, éclairants et persévérants. Pour nous, avançons, avant pas d'idée ni tchèquant. Car après l'effort, c'est le réconfort. Comme la raison, la discipline est la chose la mieux partagée dans notre maison. Servir l'armée, c'est se forger un mental fort et dur comme du béton armé. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, nous sommes au service exclusif de la République. Inutile alors de s'enflammer. On exécute d'abord avant de réclamer. Le métier des armes est un sacerdoce qu'on endosse.
L'armée incarne un mur de paix contre lequel le peuple s'adosse. Restons endurants, rassurants, éclairants et persévérants. Pour nous, avant Fodideni Djekan. Car après l'effort, c'est le réconfort. Hommage aux forces armées du monde entier. Et à l'armée béninoise en particulier. Chaque soldat est un héros. Que Dieu le très miséricordieux nous protège. Qu'il fasse régner la paix, urbi et orbi jusqu'à l'infini.